Salut à tous et bienvenue dans le débrief sur Full Attack. 5 réactions sur la manche de Coupe du Monde de Lenzerheide 2025. Une course pour les costauds, c'est ce qu'on va voir en s'intéressant aux caractéristiques de la piste, aux enjeux de cette fin de saison, aux pilotes les plus costauds en course, au destin croisé d'Amaury Pierron et de Ryan Pinkerton et aux classements généraux de la Coupe du Monde à 2 manches de la fin. À Lenzerheide, la piste a la réputation d'être facile. En tout cas, pas très difficile. C'est pas la piste la plus difficile de la saison. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Loïc Bruni, d'Eletrac-Walk. Et quelque part, on le comprend. C'est une piste qui n'est pas aussi rapide que celle d'Andorre. C'est une piste qui n'est pas aussi pentue que Champéry ou La Tuile. C'est une piste qui n'est pas aussi technique et défoncée que Val d'Isole. Bref, quelque part, Lenzerheide, ça peut paraître facile. En tout cas, au premier abord. D'ailleurs, le chrono aussi le dit. Quand on regarde les temps, à Lenzerheide, on se rend compte qu'on est bien à 1 minute 30, parfois même plus court que les pistes les plus longues de la saison. On n'est pas au Mont-Sainte-Anne non plus. En 2 minutes 30, 2 minutes 40, 2 minutes 50 en fonction des versions de la piste, on est de toute façon sous la barre des 3 minutes. C'est une piste courte, c'est une descente sprint à Lenzerheide. Et qui dit course courte, dit forcément des écarts qui sont réduits. 1% d'écart sur une piste de 3 minutes ou 2 minutes 30, c'est pas la même que sur une piste de 4 minutes, 4 minutes 30, 5 minutes, comme c'était parfois le cas par le passé. Donc on a déjà là 2 ingrédients de Lenzerheide, une piste courte et une piste pas forcément très dure, très exigeante techniquement. En clair, sur une piste comme ça, la moindre erreur coûte hyper cher. À Lenzerheide, comme partout ailleurs, la piste se dégrade. Sauf que elle a une manière un petit peu particulière de se dégrader à Lenzerheide. La piste, elle est sur une montagne sous laquelle il y a pas mal de rochers. Donc quand des trous se forment, c'est parce que certains rochers sortent de leur emplacement et vont se balader un petit peu partout en piste. Et ça, c'est une des caractéristiques clés de Lenzerheide. C'est ce qui explique notamment le nombre incalculable de crevaisons. 5, 10 pilotes en finale, peut-être même une quinzaine, on ne sait pas vraiment. En fait, il y en a beaucoup qui, arrivaient en bas, regardaient un petit peu l'état de leur roue arrière. Il y en a qui sont clairement à plat, il y en a qui sont sur l'insert, il y en a qui ont perdu de l'air, mais qui ont quand même l'air d'en avoir encore assez pour continuer à descendre, mais à quelle vitesse? Bref, c'est une des caractéristiques de Lenzerheide, c'est qu'à chaque fois qu'on se lance en piste, on sait qu'on va trouver des cailloux, mais on ne sait pas forcément où. Et puis, il y a autre chose. Lenzerheide, c'est pas une piste très large. On n'est pas au G dans la partie haute des bois avec une piste de 10 ou 15 mètres de large. Non, là on est sur quelque chose d'assez étroit, avec les piquets qui en plus ont été resserrés par rapport à d'autres années à certains endroits. Bref, on est sur quelque chose qui est fin, et pourtant, quand on regarde la caméra embarquée de Troy Brosnan et Lucas Shaw que Fabien Barel nous commente sur Full Attack, eh ben, on se rend compte qu'il y a des lignes différentes de partout. En tout cas, il y a des enchaînements qui se croisent et qui se recroisent à plusieurs endroits. Ça veut dire que c'est fin, et qu'en plus de ça, il faut prendre les bonnes entrées. Il faut faire les bons enchaînements. Ça fait donc un petit peu de travail au départ au reco, et ensuite, il faut être sur la bonne ligne en course. Regardez l'erreur de Jackson Goldstone par exemple. On se rend bien compte que dans la pente, il fait une erreur. Cette erreur l'amène à rater l'appui clé qui lui permet de rester en haut dans le bois. Et au final, il se trouve déporté sur la trace de gauche, celle du bas, celle où il y a moins d'appui, celle dans laquelle il arrive trop vite et dans laquelle il glisse. C'est l'exemple parfait de ces micro-choix, petites différences de trajectoire qu'il faut savoir mener sur la piste à Lenzerheide. Ça a l'air donc facile, mais en réalité, il ne faut pas se tromper. Quand les écarts sont aussi fins que ça, on parle aussi souvent des gains marginaux. L'aéro, les choix de ligne, les réglages du vélo, etc., etc. Tous ces petits gains qui, à la base, font pas une grande différence. On est 0,1, 0,2% plus rapide que les autres, mais quand on les met bout à bout, c'est là qu'on commence à faire une vraie différence, une différence significative au classement et dans les temps. Et bien forcément, dans un contexte comme celui de Lenzerheide, avec quelques pointes de vitesse très importantes et des lignes parfois très pointues, très tendues à tenir, oui, on peut avoir à l'esprit que ces gains marginaux sont là pour faire la différence. Et quand on dit gains marginaux, et bien ça aussi, ça participe à cette impression que c'est une course qui se joue à quelques petits détails, où il faut toucher l'excellence, où il faut être parfait partout, où la moindre erreur se paie cash. Alors, comment on fait pour avoir cette perfection sur la piste de Lenzerheide? Eh bien, une fois de plus, c'est Loïc Bruni qui nous le dit un petit peu dans sa manière d'aborder le week-end, où clairement, on sent que cette fois-ci, un petit peu comme en Pologne au début d'année, Loïc a l'intention d'être très performant d'entrée de jeu. Et notamment de prendre les essais chronométrés de la fin de la première journée des entraînements comme un point clé pour déjà se situer et déjà mettre une certaine barre
un certain niveau, y aller quoi. On l'a vu précédemment cette saison, c'est pas forcément toujours le cas en fonction des pistes, des conditions, mais là, à Lenzerheide, c'est un petit peu la dynamique qu'il fallait avoir. Il faut tout de suite être dans le bon tempo, il faut tout de suite être dans le bon train, faut y aller. En tout cas, c'est la recette de Loïc Bruni. On va voir plus tard que il y en avait une autre qui pouvait fonctionner. Ensuite, sur une piste aussi étroite et avec tellement d'options, mais finalement pas énormément de place pour s'exprimer, une des autres solutions pour faire la diff, c'est de sortir un petit truc voilà, qui sort de l'ordinaire. Et c'est aussi ce que dit Loïc Bruni dans son analyse de la piste, c'est que à Lenzerheide, c'est une piste où il faut profiter de chaque micro-occasion de pumper, de générer de la vitesse, voire d'être en avance sur ce qui peut nous bloquer, nous faire perdre du rythme. Et forcément ça se voit en finale. Quand un Amaury Pierron propose d'utiliser le shark fin qui est juste avant le gros saut à mi-piste, ou quand un Asa Vermette ou un Lashley Steven McNabb profite des bords du pipe pour avaler le méga pump qu'il y a derrière pour rentrer dans le bois, voilà, là on est sur des petites différences, sur des petites choses qui font que, ah ouais, là ça roule fort. On peut parler aussi des lignes dans le pierrier du bas, et notamment à la sortie du pierrier, quand il faut transférer pour aller chercher dans l'herbe à droite. Voilà. Il y en a qui le font pas, parce qu'ils sont cramés et qui prennent les marches avant le virage relevé. Il y en a qui le font, mais qui, on sent bien à la réception que le vélo se met un peu en travers, parce qu'il leur manque 10 ou 15 cm plus à droite pour être bien. Et il y en a qui transfèrent vraiment. Et c'est ces petites différences-là qui font la diff pour de vrai en bas sur la ligne d'arrivée. Bref, on le voit déjà, rien que par les caractéristiques de la piste à Lenzerheide, on est sur une notion d'engagement pur, de la fluidité, de la précision et une exécution parfaite du run. Tout ça, c'est les caractéristiques même de la piste qui le dictent. Maintenant, on va voir qu'il y a aussi le contexte de cette fin de saison qui vient rajouter une couche et faire monter les enchères. When you expect the unexpected, nothing is out of place. The all-new Rampage RS. Designed to deliver out-of-this-world performance to not-of-this-earth athletes. With its reimagined spec list and a safety rating well above industry standards, this thing, it's a real feature creature. This is what race spec redefined looks like. Elevating the protection downhill athletes and freeriders deserve. The Rampage RS ensures that when they come back to Earth, they've got the protection they need to land with confidence. Drop in with out-of-this-world performance. Lenzerheide, au calendrier de la Coupe du Monde 2025, c'est l'avant-avant-dernière manche de Coupe du Monde de la saison. Ça veut dire qu'après ça, il reste 2 courses. Forcément, on est sur une étape charnière. Ça veut dire que quand on arrive à Lenzerheide, au classement généraux, il y a encore plusieurs prétendants. À chaque catégorie, ils sont 3, 4, 5, mathématiquement encore titrables à la fin de la saison, en tenant compte du nombre de points qui reste à distribuer. Tant qu'on est à Lenzerheide et qu'il y a 3 courses, il y a encore quelque chose comme 700 points à distribuer. 700 points, quand on en a marqué 1500, ça fait encore un tiers de la saison à distribuer. Donc on va pas faire des plans sur la comète, il y a encore des scénarios possibles. Sauf que, une fois qu'on a passé Lenzerheide, il reste plus que 2 courses. Et quand il reste plus que 2 courses, déjà, on réduit sacrément le nombre de points à distribuer et les écarts entre le premier et les pilotes qui suivent commencent à se creuser. Bref, on fait le tri. Ça, c'est le placement de Lenzerheide dans le calendrier qui fait ça. C'est ce qui fait déjà grimper les enchères. Tous ceux qui ont quelque chose à jouer au classement général ont la pression, ont le besoin de faire des bons résultats. Ils ne peuvent plus passer à travers. On n'en est plus au mois de mai ou juin où vous pouvez mettre un joker sur la table et se dire bah, c'est pas encore grillé. Ça a un impact non seulement sur le jour de la finale, mais aussi sur le jour des qualifs. Chaque point compte. Ceux qui sont distribués en qualif, les 50 points, valent aussi de l'or. On le voit à Lenzerheide, c'est les 25 points d'écart entre Loïc Bruni et Jackson Goldstone qui, en premier, ont pour effet de ramener les 2 pilotes à égalité parfaite, en tout cas au même nombre de points au classement général provisoire. Et puis,
Il y a ceux qui ont intérêt à marquer des points, et ceux que ça intéresse plus du tout, puisque de toute façon, ils sont hors course pour le classement général. On prend un Ronan Dunne, je pense que c'est le meilleur exemple. Lui a perdu des gros points en début de saison, notamment à Loudunvielle, où il se qualifie pas en crevant 2 fois au qualif. Un Ronan Dunne, il a plus rien à perdre au général. Par contre, il a tout intérêt à faire des coups d'éclat, à marquer les esprits. Il les a marqués au G, il pourrait très bien les remarquer ici. En fait, ces pilotes-là, ce dont ils ont besoin maintenant, c'est pas de se montrer comme des vainqueurs potentiels du classement général de la Coupe du Monde, ça c'est râpé. Par contre, des vainqueurs de manches de Coupe du Monde, ça intéresse tout le monde, ça marque les esprits. Ça veut dire que ces pilotes-là, quelque part, allégés du poids du classement général, ils n'ont plus rien à perdre. Et donc ils vont en mettre encore plus. Ils vont prendre encore plus de risques, ils vont s'engager encore plus en piste. Quand on met ces pilotes-là en face de ceux qui jouent le général de la Coupe du Monde, qui ont besoin de gros points, mais qui ne peuvent pas prendre tous les risques parce qu'une chute, une blessure, une fin de saison, ce serait foutre en l'air leur objectif principal, c'est là qu'on fait grimper la pression de tous les côtés. Il y a un autre paramètre qui rentre en compte quand on est sur une fin de saison, comme ça, on est déjà fin septembre, il faut se rappeler que la Coupe du Monde se finit tard, d'autant plus cette année, c'est la fatigue, l'usure. À Lenzerheide, c'est la première fois qu'on en entend parler dans les retours des pilotes après course et pendant le week-end. Prenez un Loris Vergier, prenez un Amaury Pierron, prenez une Marine Cabirou qui explique sa chute par la fatigue. Prenez un Loïc Bruni qui se demande aussi s'il n'est pas un petit peu plus fatigué que ceux qui, par exemple, se sont blessés, ont eu une pause un petit peu plus importante dans la saison et arrivent peut-être un petit peu plus frais sur cette fin de saison. On se rend compte que, ouais, faire beaucoup de courses, avoir beaucoup de spectacles, avoir beaucoup d'occasions de briller en piste, c'est une belle chose. Mais en termes de préparation, en termes de gestion de la saison, ça a aussi un impact. Et cet impact, c'est qu'on arrive en fin de saison à des courses où on voit des erreurs de fatigue. Des erreurs qui vont finalement à l'encontre de l'exigence d'excellence de cette piste de Lenzerheide. Donc on comprend pourquoi, une fois de plus, ce contexte de fin de saison, il fait monter la pression sur une piste qui est déjà finement exigeante. C'est intéressant parce que finalement, on a fait monter la pression, on a fait monter la sauce, alors que les pilotes sont presque même pas en piste. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est en faisant les recos à pied de la piste et en se repassant dans le contexte de la fin de saison. Finalement, maintenant, il faut voir ce que ça donne en piste et c'est justement la suite de ce débrief. Bon, on vient de planter un certain contexte à Lenzerheide, très exigeant. La barre est très haute en cette fin de saison. Comment on fait pour s'en sortir quand on est top pilote de Coupe du Monde et l'emporter à Lenzerheide? Eh bien, il faut prendre 3 des 4 vainqueurs de ce week-end pour dégager une tendance. Ils ont un point commun. Si on prend Tahnée Seagrave, Asa Vermette et Amaury Pierron, tous les 3, dans leur pilotage, ils dégagent une impression de solidité, de robustesse, de force qui est au-dessus du lot. Vous allez me dire, ouais, mais Rosa Zierl. Eh bien, Rosa Zierl, comme on le dit depuis le début de l'année, c'est l'exception qui confirme la règle. Elle remporte à chaque fois en donnant le sentiment de rendre les choses plus faciles qu'elles ne le sont. C'est encore une fois le cas à Lenzerheide. Si vous regardez son passage dans le Pierrier du Bas, on a l'impression qu'il n'y a rien. Vraiment très très beau à voir. Et quand il y aura peut-être encore un poil plus de vitesse là-dessus, ça sera redoutable. Revenons à nos moutons. Je vous ai parlé de Tahnée Seagrave, Asa Vermette, Amaury Pierron. On peut aussi ajouter Henry Kiefer, Ronan Dunne, Loïc Bruni, Nina Hoffmann, Lashley Steven McNabb, dans son style à lui. Tous ces pilotes-là dégagent une impression de solidité. Ils sont posés, ils sont alignés, ils sont précis dans leurs appuis, et surtout, ce qu'ils parviennent à faire plus que les autres, c'est de tenir plus fort dans les appuis. Et oui, parce que quand on est sur une piste étroite, comme à Lenzerheide, où il n'y a pas énormément de différences de ligne et où en fait on est un petit peu au final tous dans le même rail, là où ça va jouer, c'est quand sur un appui, un pilote va être capable de passer 1,5 km/h, 1 km/h, 2 km/h, 3 km/h plus vite que les autres. Mais comment il le tient, cet appui? C'est forcément la force qu'il met sur son vélo pour avoir plus de grip et pas sortir là où les autres étaient à la limite. Et pour pouvoir décaler cette limite, il faut pouvoir appuyer plus fort au sol. Et pour pouvoir appuyer plus fort au sol, il faut être costaud. Elle est là l'explication du fait que Lenzerheide 2025, c'était une course de costaud. Une costaud au sens propre du terme. Alors après, chacun a sa manière de le faire. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. On prend Tahnée Seagrave, elle est hyper propre. D'ailleurs, elle-même, quand elle arrive en bas, elle est étonnée de son run. Elle est surtout étonnée de son temps. Parce qu'elle le dit, elle a jamais vraiment ressenti la vitesse, elle a jamais vraiment eu l'impression de prendre des risques ou de rouler au-dessus de ses pompes. Et elle se dit même qu'elle est partie tôt dans la finale et qu'il y a forcément quelqu'un derrière qui va battre son temps, qui
pour elle, lui a pas donné un feedback ultra exceptionnel. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dans ses lignes partout, sauf un endroit, on est bien d'accord. Elle lâche peut-être 1 seconde et demie, 2 secondes, mais le reste du temps, elle est dans ses lignes et elle est posée sur le vélo. Elle est jamais déséquilibrée à droite ou à gauche, en train de corriger un truc pour in extremis mettre le vélo dans la ligne ou dans l'ornière. Non. Elle est posée, elle est là où il faut, elle pousse forte, elle tient les appuis, et c'est ce qui fait que finalement, il n'y a pas de grosse correction, il n'y a pas de coup de frein pour rattraper le jeu. C'est plutôt de la vitesse qui est générée en permanence, une vitesse de croisière constante très longtemps, et en bas, forcément, ça fait un gros écart, parce qu'on est sur une grosse différence de rythme de haut en bas. Asa, Vermette, lui, c'est légèrement différent, il y a cette propreté aussi, mais on sent que c'est un run qui monte en puissance au fur et à mesure. Plus ça descend, plus il y a de l'intensité, plus ça y va, plus ça attaque. Quelque part, c'est prendre à l'inverse, plutôt que de subir une piste qui, plus j'avance, plus va me cramer. Non, c'est plus j'avance, plus j'en mets, plus je prends le dessus sur elle. Puis après, Asa, je veux dire, c'est magique. En bas, il a un écart tel que, en fait, il aurait pu poser son backflip. Celui qui fait aux entraînements et en qualif pour le délire, il se dit non, je vais pas le poser en run de course quand même, c'est abusé. Ouais, bon, il y en a certains qui disent qu'il a même pas perdu 1 seconde, que c'est peut-être même plus intéressant que de monter vachement haut ou de se battre pour faire un scrub. Bon, on va pas... J'irai pas jusque-là, peut-être pas, mais bon, dans tous les cas, quand on voit la marge qu'il a en bas, en fait, il aurait pu le poser son flip. Ça, c'est dingue. Et puis, il n'y a pas que ça. Je veux dire, moi, franchement, la sortie du pipe, où il monte sur le côté pour aller passer cette espèce de gros dos, mais rentrer dans le bois à 1000 à l'heure, mais c'est beau, c'est ce genre de ligne-là qu'on veut voir, quoi. Et ça, c'est un Loïc Bruni qui le dit. Il le disait en début de semaine, il disait « Ouais, sur ce genre de piste-là, c'est difficile de faire la diff, et forcément, s'il y a un mec qui sort un truc de dingue de son chapeau, là, tout de suite, ça va faire une sacrée différence. » Ben, un truc de dingue qui sort du chapeau, Henry Kiefer, dans le Pierrier du Bas. Alors vous allez me dire, ouais, mais il est sur la ligne que tout le monde prend, ou que beaucoup prennent, qui avait l'air d'être la meilleure. Mais ce qu'il y a, c'est que l'exécution de ce passage-là d'Henry Kiefer, mais c'est bijou. Je veux dire, il n'y a aucun temps mort, il n'y a aucune erreur de placement, il n'y a aucune correction. On a l'impression que le timing, il est bijou. Alors, Henry, tout le monde dit que c'est un pilote qui prépare beaucoup, qui essaie de visualiser beaucoup, qui peut-être même réfléchit parfois trop les choses, mais peut-être que c'est ce niveau-là de préparation qu'il fallait pour faire un truc aussi parfait à cet endroit-là. En tout cas, masterclass dans le Pierrier d'Henry Kiefer, ça on peut le retenir. Bon, mais si on revient sur les 2 costauds du week-end, Amaury Pierron et Tanis Seagrave, qui signent 2 sacrées victoires, eh bien, ils ont un point commun qui nous apprend quelque chose. Ils sont tous les deux passés par la Q2. Et ils ont tous les deux eu des semaines difficiles. Et finalement, pourquoi ils jugent leurs semaines difficiles? Oui, Amaury Pierron, il a eu des problèmes mécaniques, et il a galéré à trouver le bon tempo sur cette piste, et il a eu l'impression d'être cuit du début à la fin. C'est le contexte de cette fin de saison, on l'a dit. Et Tanis Seagrave, pareil, elle passe par la Q2, elle dit qu'elle a eu l'impression de galérer. En fait, clairement, ces deux-là, dans ce contexte de Lens the Ride, où on l'a dit, c'est une piste qui paraît relativement facile et qui donc est exigeante en termes de perfection, je pense que ces deux-là, dans leur esprit, ils se sont placés la barre vachement haute. Quelque part, ils se sont mis la pression. Et ce qui est beau à voir, c'est que cette pression, ils ont su la surmonter. Parce qu'au final, ils y sont allés au bout de ce week-end. Ils auraient pu tomber, ils auraient pu se blesser, ils auraient pu simplement baisser les bras, se dire « Ah non, là, cette semaine, c'est pas pour moi. » Si. Au final, ça l'est. Ça paye, et de quelle manière pour Amaury Pierron? Ça, c'est ce qu'on voit dans la suite de The Débrief. Let's go! This climb has been a steady one. Inch by inch, now we can almost touch the sun. Some days we thought of packing in all we'd done, but all we had to do is look down. See how far we come. I'm a bird, I'm a plane, I'm a rocket. Fly high with me. Come along, yet together, no stopping us. Riding the wind. Big hearts, multi-generation. Back in our dreams. We're a product of history.
Alors ce week-end à Lenzerheide, on a vu deux choses assez incroyables. La sortie de cabane de Ryan Pinkerton et la victoire d'Amaury Piron. Et j'ai envie de vous parler de ces deux-là parce que je trouve que quelque part, c'est des destins qui sont liés. En tout cas, ces deux faits de course et créent un récit qui est intéressant à poser sur la table. Alors déjà, qu'est-ce qui est arrivé à Ryan Pinkerton? Non mais, il s'est passé quoi là? C'est du jamais vu ou presque. Le mec qui sort de la cabane de départ à genoux. Bon, on avait eu la chaîne coincée d'Henry Kiefer à Loudunvielle, mais là c'est quand même un ton au-dessus quoi. Alors, j'ai posé la question à Ryan de savoir ce qui s'était vraiment passé, et en fait, lui me dit, c'est tout simplement ma roue avant qui est allée taper dans le poteau noir à droite, là, le poteau qui tient la cellule, et le poteau, il bouge pas. Hein. Lui, il est là, il fait son job, quoi. On aurait pu croire un frein attrapé dans le mouvement, ou la chaîne qui saute, ou le moyeu, la roue libre qui n'engage pas. Non, bon, a priori, non, c'est juste la roue avant qui va taper dans ce poteau. Pourquoi elle tape dans ce poteau, cette roue avant? En fait, c'est pas la première fois, on le voit assez souvent. Les pilotes de descente, quand ils sortent de la cabane, le premier coup de pédale, il est hyper dur à mettre. Faut bien penser que devant, ils ont un plateau en 36 ou 38 dents, donc costaud, et que derrière la cassette, je veux dire, le plus gros pignon, il a une vingtaine de dents, c'est une cassette de route qu'il y a derrière. Donc le premier coup de pédale, c'est un peu comme en BMX, quoi. Voilà. Parfois, quand on met ce coup de pédale, il y a un certain guidonnage. Parfois, on se dit que c'est cette différence d'angle entre la plateforme et la rampe qui fait que ça guidonne un peu, que ça, comme un scrub. Mais il y a aussi la manière avec laquelle on manœuvre le guidon. Et là, il se trouve que Ryan, premier coup de pédale, il tire un peu trop sur le guidon, ça part sur le bord et la roue tape le poteau, quoi. Donc il tombe en actionnant la baguette, mais il passe pas vraiment la cellule. Donc finalement, on l'a déjà dit un petit peu plus tôt sur Full Attack en début de saison, le chrono, il est pris avec la baguette et la cellule. Et forcément, tomber à cet endroit-là, ça jette un doute sur, attends, le temps, il est parti quand? Son chrono, il est parti quand? Combien de temps exactement il a perdu dans cette manœuvre? Ça s'estime en regardant les images à 4-5 secondes. Franchement, on ne saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on retranche ce temps perdu au temps qu'il fait en bas, au mieux, au plus optimiste, ça fait jeu égal avec Amaury Piron. Alors ils font chacun jeu égal avec leurs forces, leurs faiblesses, etc., etc. Mais dans tous les cas, ça fait jeu égal. Ce jeu égal, d'abord, il est intéressant pour Ryan Pinkerton et pour ce qu'il va amener avec lui en terre nord-américaine pour les deux dernières courses de la saison. Parce que jusque-là, on ne l'a jamais vu concrétisé par une victoire en Coupe du Monde, et je pense qu'on peut le mettre sur la liste des prochains vainqueurs de Coupe du Monde. On ne saura jamais si finalement être tombé à cet endroit-là, ça lui a mis un boost d'énergie qui fait que derrière, il a fait un run meilleur que ce que ça aurait été. Ou à l'inverse, on ne sait pas si finalement tomber à cet endroit-là, ça l'a un petit peu refroidi, mais en le refroidissant un petit peu, ça lui a évité de trop en mettre derrière et de faire des erreurs qui finalement auraient abouti à un run moins intéressant. Ça, on ne saura pas. Il peut repartir de Lenzerheide en se disant « Ah ok, si je mets de côté la sortie de cabane catastrophique, à partir du moment où je me sens bien dans mon run et jusqu'en bas, un run capable de gagner en Coupe du Monde, c'est ça. » Et c'est peut-être la première fois qu'il peut se projeter vers ça, ou vraiment être dedans, l'avoir vécu. Il l'a touché, il l'a ressenti. Bon, dans tous les cas, il fait un run qui, sur le papier, vaut la gagne, mais qui gagne pas. C'est assez incroyable, parce que finalement, celui qui gagne aujourd'hui, c'est Amaury Piron. Andorre, Léger, Champéry, ça fait 3 courses qui finit pas, mais où on se dit « et si ?» Comme un symbole, le gars qui a connu ça 3 fois d'affilée, c'est le gars qui l'emporte à Lenzerheide. Et je veux dire, là, s'il y en a bien un qui, dans les 3 courses précédentes, a montré qu'il méritait de gagner, et que, quelque part, oui, autant que ce soit lui qui gagne dans ces circonstances-là, quoi, c'est bien Amaury Piron. Alors Amaury, son run, on va en parler. Pour le premier secteur, c'est là qu'il met l'amende à tout le monde. C'est dingue qu'Amaury Piron gagne cette course-là, à cet endroit-là, parce qu'il faut se souvenir que le premier Grand des Verts, c'est là où il s'est fracassé il y a 2 ans, la dernière fois qu'il avait roulé ici, et c'est là qu'il a peut-être eu la blessure la plus grave de sa carrière. 2 ans après, il revient, il gagne la course, et en plus de ça, quand on regarde les secteurs, c'est à cet endroit-là qu'il la gagne la course. Franchement, quand on le voit passer dans ce dévers, son passage à cet endroit-là, il est parfait. Là aussi, il y a un symbole, quoi. Ça fait 2. C'est beau qu'il gagne à cet endroit-là. Alors après, le run d'Amaury Piron, c'est intéressant parce qu'on l'a dit plus tôt, il a fait le retour de arrivé à mi-piste, je suis cramé, derrière, je fais que de la merde. Non. Ouais, ok,
il perd du temps dans le pierrier en bas. Sauf qu'en fait, Amaury, ça fait 3 courses qu'il finit pas, que la dernière course qu'il n'a pas fini, il y a eu un problème mécanique, train arrière, on a bien compris que la roue, le pneu, voilà, il y a un truc qui clochait. On n'a pas le détail. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est que Max Alran a pété un rayon dans sa finale en junior à Lenzerheide, donc c'est le haut niveau, ok? Ces pilotes-là, ils sont payés et ils existent, entre autres, parce qu'on attend d'eux qu'ils repoussent le matos dans ses derniers retranchements et qu'ils fassent évoluer les choses. Donc c'est normal qu'ils pètent des roues, qu'ils mettent... Donc de toute façon, on va pas leur reprocher de peut-être prendre des risques avec le matos. C'est ce qu'il faut. Sauf que là, Amaury, finalement, il fait un pierrier prudent. Ben ouais, mais c'est ce qu'il fallait. Et s'il était passé à 8000 à l'heure et qu'il avait tout pété? Compte tenu de la situation, c'était la meilleure chose qu'il avait à faire. Le bois d'avant, dans la pente, il fait un très beau passage. Et le dernier secteur, il fait un sacré passage aussi. Alors, pour ceux qui se posent la question, il n'a pas touché la bâche. Ça aurait été marrant qu'un pilote Monster roule sur la bâche Red Bull qui était sur la barrière sur le bord. On a des images, on a un bon angle, il n'a pas roulé dessus. Mais je pense que, voilà, Soleil nous a déjà fait des petites frayeurs à Lenzerheide par le passé. Je pense que là, lui, il pouvait pas guère poser plus loin, quoi. Après ça, c'était trop, quoi. Bon, en tout cas, c'est un symbole. Amaury Pierron qui l'emporte à Lenzerheide. Ça met le frisson, quoi. Ça, c'est beau. Bon, allez, on s'est mis le frisson avec la victoire d'Amaury Pierron à Lenzerheide. On fait un point sur les classements généraux à 2 manches de la fin de la saison. Les choses se précisent. Lenzerheide a fait du tri. Déjà, on va faire un petit point de règlement. Le règlement UCI de la Coupe du Monde, article 4.11.020, stipule que en Coupe du Monde, on distribue chez les élites des points en qualification, une victoire peut rapporter jusqu'à 50 points, et en finale, une victoire peut rapporter 250 points. Sauf à l'occasion de la dernière manche de Coupe du Monde de la saison, où il n'y a aucun point distribué en qualification. On ne distribue que les 250 points de la finale. Pourquoi? Pour éviter que si 2 pilotes arrivent encore en lice à la dernière manche, mais que un des 2 pilotes a besoin de marquer que 5 ou 10 points que l'autre, finalement ça joue en qualif et pas en finale et que la finale perd toute sa saveur, quoi. Mathématiquement, ça veut dire qu'il reste 300 points à distribuer à Lake Placid et 250 points à distribuer au Mont-Sainte-Anne. 550 points. Chez les élites, ça a son impact. Lenzerheide a fait du tri. Chez les garçons, on est sur un duel Jackson Goldstone, Loïc Bruni. Ça y est. Les autres, Loris Vergier, 3e, il est à 556 points. Pour 6 petits points, il est déjà assuré de ne pas remporter la Coupe du Monde 2025. Chez les filles, Tahnée Seagrave sauve sa peau en remportant la course à Lenzerheide. On l'avait dit en plantant le décor en début de semaine, il fallait qu'elle gagne pour rester dans le coup, c'est fait. Elle est toujours autour de 300 points de retard sur Valiol, qui occupe la tête avec 1800 et quelques unités. Mais mathématiquement, Tahnée Seagrave est toujours dans le coup. Chez les juniors, on est un peu dans le même esprit, sauf que comptablement, c'est un petit peu plus simple. Déjà, ils gagnent jamais de points en qualif, et une victoire vaut 60 points. Donc on n'est pas sur les mêmes échelles de grandeur. Mais grosso modo, ça veut dire que tous ceux qui sont à 120 points ou plus du leader sont out. Chez les filles, c'est simple, dans ce cas-là, ça se résume à un duel entre Rose Azir, qui est en tête, une très belle série de victoires et qui est vraiment montée en puissance chez les juniors cette année. Deuxième, Aletta Osgaard, qui finit 2 ici aussi, qui fait un beau run complet, sérieux, abouti, on va dire, jusqu'au bout à Lenzerheide. En année 1, ça vient. C'est une belle progression. Et finalement, j'ai choisi de finir de vous parler des classements généraux par les juniors garçons. Ils sont encore 5 en lice. Les 2 frères Alran, avec Max qui occupe la tête du classement, Asa Vermette, Tyler Waite et Ollie Clark. Mathématiquement, ces 5-là peuvent encore l'emporter. J'aurais même tendance à dire qu'avec les performances de Lenzerheide, ça s'est un petit peu recondensé en tête. En tout cas, Max qui avait un petit peu d'avance avec Tyler Waite en dauphin, finalement Tyler Waite avec son run un peu pourri, il redescend. C'est Asa qui reprend la 2e. Enfin, on sent que voilà, il y a encore beaucoup de choses à jouer dans ce classement-là. C'est pas par hasard en fait que j'ai envie de vous parler d'eux, parce que dans les années Jackson Goldstone, Jordan Williams, il y avait déjà cette tendance de, quand on regarde chez les juniors, ils signent toujours des temps où on se dit, putain, mais ça va faire un carton chez les élites.
Et la suite nous a donné raison. Je veux dire, Jordan Williams a remporté sa première manche de Coupe du Monde en élite pour sa première Coupe du Monde en élite, tout simplement. Et derrière, Jackson Goldstone a explosé. Il a remporté les Coupes du Monde, il est champion du monde. Voilà. Finalement, ils étaient que 2 à cette époque-là, à vraiment sortir du lot. Et les autres sont des juniors à maturité plus lente, on va dire. Là, ils sont 5 et de manière assez régulière, ils se relaient pour signer des temps où on se dit pouah. Alors ok, Max et Asa sortent un petit peu du lot. Max beaucoup cette année et Asa finalement là à Land the Ride, ça y est, les choses s'alignent. Et ouais, mais les choses s'alignent tellement que le chrono qu'il signe pour la gagne, il est à quelques dixièmes de celui d'Amaury Pierron. On est encore vraiment pas passé loin d'avoir un junior qui signe le meilleur temps scratch de la journée. Je dis ça parce que ces 5-là, ça fait une vraie génération. Alors, bien sûr, le passage à l'élite comporte ses spécificités. Et bien sûr que ça va écrémer un petit peu. Mais dans tous les cas, ils sont 5. Et quand on écoute un Jackson Goldstone, lui, le premier, se dit « Non mais attendez, ok, là je gagne et tout, ouais, j'ai le mojo, je me sens bien, machin et tout. » Mais franchement, les juniors, là, les 4-5, là, quand ils vont arriver, il va pas falloir se rater parce que ça va encore bien densifier le plateau. Bon bah tout ça, l'avenir nous le dira. Et on va quand même s'intéresser avec grand intérêt déjà à ce qui se passe pour cette fin de saison 2025 à Lake Placid et au Mont-Sainte-Anne. En attendant, merci de votre attention. C'était un plaisir de partager avec vous ce débrief de Land the Ride qui nous a bien mis le frisson. On échange en commentaire comme d'hab si vous avez des remarques, des avis, des retours à me faire ou simplement des émotions à partager. Moi je vous dis à la prochaine sur Full Attack. Ciao ciao.